Buongiorno tifosi, Juventus-Napoli, chronologie d'un match infini ou le match sans fin. Le Napoli qui ne se présente pas à Turin le 4 octobre pour disputer le match. Quelles sont les étapes qui nous ont amenés à la reprogrammation du match et quelle est la polémique qui a fait durer ce match 5 mois en dehors du terrain de football? On va en parler dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir, je m'appelle Michelangelo et j'ai créé Juventus Match pour vous apporter une information de qualité autour du monde Juventus, pour parler des polémiques en dehors du terrain et aussi pour vous raconter des histoires autour du monde Juventus. D'ailleurs, vous pourrez regarder le trailer de la chaîne ici. Tout d'abord, merci de liker cette vidéo si le contenu vous plaît et de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures publications et le contenu que je vais vous apporter. N'hésitez pas aussi à commenter pour me laisser votre opinion sur tous ces événements. La plateforme YouTube, en effet, elle prend en considération les interactions que j'ai avec les viewers, donc like, commentaires, et si les interactions sont d'un certain nombre, mes vidéos remonteront dans les classements et seront proposées à des utilisateurs aimant le football et peut-être même la Juventus. Donc si vous m'aidez, plus de monde pourra voir ce contenu. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, donc ça sera une vidéo en 2 parties et voici la première. Générique! Au début de cette saison, la Lega Serie A a mis en place un protocole avec tous les présidents de Serie A, B, C, D pour permettre au championnat de commencer et bien sûr de poursuivre, tout en sauvegardant bien entendu la santé de tout le monde, joueurs, membres du staff, journalistes, etc. Qu'est-ce qui se dit ce protocole? Vous et moi, quand nous tombons malades, nous devons nous isoler à notre domicile ainsi que les personnes qui ont été cas contact avec nous, donc nos conjoints ou les gens avec qui nous avons interagi dans les jours précédents. Le protocole dit que cela ne vaut qu'en partie pour les footballeurs. En effet, les footballeurs sont testés tous les 3 jours et le jour du match même, et si l'un d'entre eux vient se trouver positif, c'est ce joueur-là qui doit rester isolé, mais tous les autres peuvent continuer à s'entraîner et à disputer des matchs régulièrement, que ce soit home ou away. Ce protocole est mis en application par la circulaire du 18 juin 2020 et concerne tous les championnats majeurs d'Italie, Serie A, B, C, D. D'ailleurs, en parlant de away et home, vous savez, je suis italien et certains termes du football en français m'échappent encore. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire comment on dit disputer un match away ou at home. Donc vu que tout le monde, tous les présidents, tous les clubs ont été d'accord avec ces nouvelles règles et avec aussi la règle de continuer comme dans le championnat précédent à pouvoir faire 5 changements au lieu de 3 comme il est habitude, la Serie A peut commencer. Le premier épisode à analyser, c'est le 27 septembre, le match Genova-Napoli. Donc c'est le Napoli qui doit monter à Genova pour disputer le match. Dans la semaine précédente à cette date, 2 joueurs du Genova sont découverts positifs et sont justement isolés du reste de l'équipe qui continue à s'entraîner et disputent justement le match qu'ils perdent 6-0. Avec le recul, on pourrait se demander si les joueurs étaient dans leur assiette ou pas. À ce moment-là, je souligne personne se soucie côté Napoli ou côté Serie A de la problématique des 2 positifs parce qu'il y a un protocole qui régit ce cas. Donc le Napoli va tranquillement à Genova disputer le match. Ils se disent pas, ben non, on va pas y aller puisqu'ils ont 2 positifs et c'est dangereux. Les problèmes commencent la semaine successive à ce match où dans le Genova, il y a encore une découverte de 17 cas positifs qui fait monter le score à 19 joueurs plus 3 membres du staff, ça fait 22 et c'est un foyer Covid, c'est un focolaio. Donc le protocole dit normalement que les joueurs du Napoli qui ont été en contact avec les joueurs du Genova, ils auraient dû s'isoler dans une bulle comme Diams et ils auraient dû donc pas mener une vie normale avec des restos, avec des sorties, mais juste s'entraîner et disputer les matchs. Je rappelle qu'à l'époque, les restrictions Covid étaient un peu moins importantes en Italie, donc il y avait encore des restos ouverts, il y avait encore des activités diverses à pouvoir faire. Et vous pensez qu'ils l'ont fait? Mais que nenni! En effet, il y a plusieurs indices des réseaux sociaux, des posts faits par des joueurs du Napoli, qui nous font clairement voir que pendant cette semaine, ils ont été à la pizzeria avec la copine, avec les amis, ils sont sortis, etc. Bien entendu, aujourd'hui, tout cela a disparu des réseaux sociaux, mais c'est donc une preuve que la bulle n'a pas été respectée dans cette semaine post-Genova-Napoli. D'ailleurs, beaucoup pensent que le refus du Napoli d'aller disputer le match avec la Juventus soit justement dû au fait que le Napoli se soit rendu compte qu'il n'a pas fait respecter à ses joueurs la bulle et donc ils n'ont pas voulu mettre sur le terrain des joueurs qui potentiellement n'avaient pas respecté le protocole par peur d'être réprimandés avec des points en moins dans le classement ou même la Serie B. Et donc aussi par peur de ne pas déclencher un nouveau foyer dans la Juventus. Merci beaucoup le Naples, vous êtes très aimable. Parce qu'on est d'accord, ils ont fait de la démagogie sur ça. Donc le 2 octobre, le protocole et la circulaire qu'il applique, celle
que je vous ai cité du 18 juin 2020 reste encore valide. Par contre, la Lega Serie A va modifier en partie le protocole, s'étant rendu compte qu'il y a des cas extrêmes comme celui du Genova qui ne sont pas couverts par le protocole. En effet, la Serie A et tous les présidents des équipes étant d'accord, va rajouter une possibilité ultérieure, c'est-à-dire une équipe qui a beaucoup de cas Covid, mais qui a au moins 12 joueurs valides, dont un gardien de but, doit continuer à disputer les matchs. Par 12 joueurs, on entend tout joueur ayant eu un numéro de maillot attribué. Donc ça peut être aussi des jeunes de l'Under 23 ou de la Primavera. Donc s'il y a au moins 12 joueurs employables dans un match, le match doit avoir lieu. Par contre, si on descend en dessous de cette barre, donc on a moins de 12 joueurs valides, la Serie A reporte automatiquement le match et ce joker ne valable que une fois. Donc c'est pour éviter qu'une équipe doive se retrouver dans les mêmes conditions que le Genoa. Perso, j'étais assez d'accord avec l'introduction de cette règle parce que j'estime que le protocole doit aussi couvrir des cas aussi extrêmes que ce n'est pas juste qu'une équipe qui est touchée particulièrement fortement par le Covid soit pénalisé. De plus, tous les présidents de Serie A étaient d'accord, donc amen, on y va. Le 2 octobre, c'est aussi la première rangée de tests pour les joueurs du Naples et le joueur Zielinski est découvert positif. Donc on est d'accord, à ce moment-là, les joueurs auraient dû déjà être dans la bulle, mais là c'est définitif, ils doivent se mettre en bulle. Pendant toute la semaine, il y a eu des bruits de couloir comme quoi le président de Laurentiis, le président du Naples, aurait voulu reporter le match et aurait appelé le président de la Juventus Agnelli, la Lega Serie A, la protezione civile, même peut-être le pape, je ne sais pas, il a appelé tout le monde en essayant de décaler le match. Et c'est là qu'une nouvelle entité va faire son entrée dans le jeu. Here comes the new challenger! La ASL, Azienda Sanitaria Locale. Ça n'est qu'un bras de l'appareil de santé en Italie, donc soumise forcément au ministère de la Santé, qui est celui qui a signé le protocole avec tous les présidents de Lega Serie A et avec l'approbation du CTS, Comitato Tecnico Scientifico, qui est un comité spécial de scientifiques mis en place par le gouvernement depuis le début de la crise et qui aide le gouvernement à prendre toutes les décisions. Donc ministère de la Santé, CTS, Lega Serie A, tous les trois ils étaient d'accord pour ce protocole. Et donc la ASL est censée, et je dis bien censée, faire appliquer sur le territoire local toutes les normatives qui ont été décidées au niveau national par le ministère de la Santé. C'est un peu comme le gouvernement dans les chambres fait les lois et la police les fait respecter, plus ou moins. Mais c'est pas un bras armé, je vous rassure. Si vous écoutez seulement l'audio à ce moment-là, je vous conseille de réactiver la vidéo parce que je vais vous montrer quelques documents à l'écran. Et voici par exemple la fameuse circulaire que je vous ai citée du 18 juin qui met en application le protocole dans le règlement FIGC. Et ça dit bien sûr que tout joueur ayant été testé positif, il est écarté du groupe équipe. Par contre, l'équipe peut continuer son activité normalement. La ASL de Napoli donc fait une communication à la société Football Napoli et dans sa communication cite cette circulaire du 18 juin. Ils en étaient donc en connaissance et savaient bien que les joueurs ne sont pas soumis normalement au protocole des citoyens lambda. La communication dit simplement que tous les joueurs ayant été cas contact de Zielinski doivent se mettre dans une bulle et demande à la société Napoli quelle est l'adresse où ces joueurs vont se retrouver en bulle. Basta. Ni plus ni moins. Ils font la liste des personnes et demandent à la société Napoli où est-ce que ces joueurs vont loger pendant leur isolamento fiduciario. On passe à la journée du 3 octobre. Ce jour-là, encore une fois, plusieurs événements. Tout d'abord, le joueur du Naples Elmas est découvert positif. Il me semble aussi qu'à ce moment-là, il y avait Insigne qui était blessé, mais j'en suis pas sûr et j'ai pas retrouvé les sources, donc prenez ça uniquement comme un petit souvenir de ma part. Donc disons 2-3 joueurs non exploitables pour le Naples. Ce jour-là aussi, la Gazzetta dello Sport va faire un article qui confirme que De Laurentiis aurait essayé de déplacer le match en appelant Agnelli, la Lega Serie A et aussi la protezione civile. D'ailleurs, on pourrait même penser que c'est la société Juventus qui a donné le tuyau à Gazzetta dello Sport pour lancer un message à la fois à la Lega Serie A et au Napoli, comme quoi, selon le protocole, ce match doit se jouer et que donc la Juventus sera régulièrement sur le terrain. Ça n'a rien d'inhabituel. La Serie A fait un tweet et donc on peut imaginer que ça a été une conséquence de cet article sur Gazzetta dello Sport, comme quoi le match doit se jouer régulièrement, car la situation du Napoli est couverte par le protocole. Encore autre événement du 3 octobre, la société Napoli va annuler son vol de Napoli vers Torino et c'est ça la preuve de la
la préméditation du Napoli. Car à ce moment-là, la ASL ne leur avait pas interdit de quitter le territoire de la région de Napoli, mais uniquement d'indiquer l'adresse de l'isolamento. Le 4 octobre au matin, le Napoli n'a toujours pas quitté la ville que le jour du match. La SL Napoli fait une deuxième communication où cette fois dit clairement que les joueurs du Napoli ne doivent pas quitter la ville. Donc en fait un petit match de ping-pong entre les deux. Et ça y est, c'est la confirmation pour le Napoli, tout du moins dans leur tête, qu'ils ne doivent pas quitter la ville. Sauf qu'ils avaient déjà annulé le vol, on est d'accord. Petite parenthèse, toutes ces préoccupations de la ASL de la Campania, l'ASL de Napoli, ne concernent en effet que l'équipe du Napoli, parce que le 3 octobre, l'équipe de la Salernitana, qui est une autre ville en Campania, avait bien effectué le voyage vers le nord d'Italie pour disputer un match. En l'occurrence, le match Chievo-Salernitana. Comment se fait donc que la Salernitana ait pu effectuer le voyage sans aucune opposition de la ASL? Dans l'après-midi du 4 octobre, la Juventus va faire une communication Twitter disant que l'équipe de la Juventus sera régulièrement sur le terrain à 20h45 comme prévu, et c'est effectivement ce qui va se passer. Un spectacle minable. Il y a un stade vide de spectateurs, il y a un terrain vide. Les journalistes sont venus assister à ce spectacle ignoble et quelque part c'est une première mondiale. Moi, j'ai jamais vu quelque chose comme ça, si ce n'est au tournoi de football de la paroisse où l'équipe adverse ne s'était pas présentée parce que le bus avait crevé un pneu. Ça se voit pas ce genre de choses dans le football professionnel. Et dites-vous, la Serie A, c'est une marque globale, les droits sont vendus partout dans le monde, donc il y a des millions de personnes qui ont dû voir ce spectacle. La honte internationale. D'ailleurs, il y a eu une petite polémique de la partie des anti-Juventini de pourquoi la Juventus a fait ce spectacle de cirque de se présenter au stade. Et bien, en réponse à cela, sachez que si les deux équipes ne se présentent pas dans un match, les deux peuvent perdre 3-0. Le règlement ne l'empêche pas. Donc la Juventus était quelque part obligée de se présenter, rien que par la bureaucratie, pour ne pas écoper une peine elle aussi. Donc c'est un cirque. Est-ce que vous croyez que la petite musique en sous-fond est là par hasard? Ben non, je l'ai choisi vraiment exprès. Les joueurs de la Juventus et les arbitres doivent attendre 45 minutes par le règlement pour déclarer que l'équipe adverse ne viendra pas, mais on le sait déjà. À la fin des 45 minutes, l'arbitre va donc rédiger son compte-rendu disant que l'équipe du Napoli ne s'est pas présentée, et le président de la Juventus, Agnelli, va répondre à une interview avec le médecin-chef de la Juventus. Ils vont expliquer comment le protocole marche, et le président Agnelli répète que le match aurait dû se disputer parce qu'il y a un protocole qui régit ces cas-là. À part le tweet de la journée et cette interview, ça sera plus ou moins les seules fois où la Juventus prendra position dans cette histoire. En effet, dans les jours précédents et dans les semaines successives à ces événements, la Juve affichera la sempiternelle attitude désinvolte. Un silence qui dit: ce qui se passe est un problème entre le Napoli et la Lega Serie A. Nous sommes étrangers à tous ces problèmes-là. Si le match doit se rejouer, dites-nous l'heure et la date et nous on y sera. Seule polémique voilée, le jour où la Juventus aura des positifs dans son équipe et qui ira disputer un match away, le président Agnelli postera sur son Twitter la photo des deux bus devant le stade de l'équipe adverse, quelque part pour dire: regardez, nous quand ça nous arrive, on fait les choses bien. Vous l'avez pensé tellement fort que je vous ai entendu. En effet, l'opinion publique, et non pas seulement celle des tifosi de la Juventus, pense qu'il y a eu des magouilles et donc des coups de fil entre la société Napoli et la ASL, peut-être même avec l'intervention du gouverneur de la Campania, De Luca, disant en gros: ben, fais-moi un papier, comme ça je peux éviter d'aller à Turin disputer le match. Attention, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé. Moi, je ne fais que vous rapporter l'opinion publique qui était par la majeure à ce moment-là, et d'ailleurs encore un peu aujourd'hui. Je ne suis personne pour accuser, on est d'accord, mais c'est une opinion assez répandue, que ce soit chez les tifosi de la Juventus et des autres équipes. Pendant les jours successifs, on attend la décision du Giudice Sportivo, qui d'habitude prend ses décisions le jour après le dernier match de la journée, mais cette fois-ci, il a besoin de récolter des preuves avec un timing précis. Donc, est-ce que les joueurs du Napoli, après le match avec le Genova, ont été dans la bulle? Quand est-ce qu'a eu lieu la première communication de la ASL? Quand est-ce que le Napoli a annulé son vol? Et quand est-ce qu'il y a eu la deuxième communication de la ASL? Donc il a besoin de rassembler les preuves. D'ailleurs, il me semble que pendant ce temps-là, les 10 jours qui se sont suivis, il y a eu les pauses nationales, donc le débat a continué sur les médias. Le Giudice Sportivo, c'est l'entité de premier degré dans la justice sportive. Rapidement, comment ça marche? Il y a l'arbitre qui est le premier juge. À la fin
fin d'un match, il fait son compte rendu. Les décisions prises par les arbitres sont ensuite validées par le Giudice Sportivo qui écope les sanctions, donc les cartons jaunes, les journées de disqualification et les éventuelles amendes. Et ça, c'est le premier degré de la justice sportive sous la coupe de la FIGC. La FIGC, c'est la Federazione Italiana Gioco Calcio, prédisposée à l'organisation de la Serie A et aussi à la justice sportive dans les deux premiers degrés. Le pas d'après le Giudice Sportivo, c'est la cour d'appel de la FIGC, peut remettre en question des décisions prises par le Giudice Sportivo. Pour avoir un degré ultérieur de jugement, on peut aussi faire appel à la cour du CONI, donc c'est le troisième degré dans la justice sportive. On peut le faire seulement dans certaines conditions. Et là, on change carrément d'apparat. On n'est plus dans la FIGC qui gère la partie football, mais on est dans le CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, qui gère le sport global en Italie. Donc le Giudice Sportivo va prendre sa décision et comme dit, le débat reprend dans les médias. Le gouverneur de la Campania De Luca va aussi faire des déclarations qui vont bien entendu dans le sens de l'équipe du Napoli, lui-même étant supporter et surtout étant un politicien et donc voulant s'attirer les faveurs de son électorat qui est pour la plupart tifoso du Napoli. D'ailleurs, à ce moment-là, en Campania, il y a un début de flambée d'épidémie Covid et donc le gouverneur De Luca utilise sûrement ce débat-là pour distraire l'opinion publique d'un réel problème et de le concentrer sur un problème, disons, plus light. Ah, mon cher Max, la religion, c'est l'opium des peuples. Et le football en Italie, on le sait, c'est comme une religion. Le président de la FIGC, Gravina, va faire des déclarations assez fermes, disant que le protocole a été enfreint. Pendant que le président du CONI, Malago, lui, il va avoir une position un peu plus floue. On voit déjà qu'ils sont pas très d'accord au niveau des entités qui gèrent le sport en Italie. Donc, clairement, la politique est là dans cette question. Personne veut se mettre contre personne. Il y a la faute qui est rejetée d'un côté et de l'autre. On en arrive donc au 14 octobre 2020. Le Giudice Sportivo Massandea délivre sa décision, se basant sur l'article 53 et 55 de NOIF, les norme d'organisation interna della FIGC, et stipule qu'il n'y a pas de cas de force majeure. Donc, quelque part, le Napoli a consciemment décidé, il a pris la décision de ne pas partir pour Turin, de sa propre initiative. Il acte le 3-0 en faveur de la Juventus, donc 3 points gagnés par la Juventus dans le classement, et donne un point de pénalisation à l'équipe du Napoli qui descend donc à -1. Il y a une première vague impression de justice. Tous les tifosi, que ce soit de la Juventus ou des autres équipes, sont plus ou moins d'accord avec cette décision. Le Napoli, à travers un tweet, va bien sûr faire de la démagogie en disant nous, on a agi dans l'intérêt de la santé globale, on a toujours respecté des règles et on fera appel. Bien entendu, dans les semaines qui suivent, la guerre médiatique continue. De Luca continue ses déclarations en faveur du Napoli. Malago, Gravina continue à donner des interviews où ils ont des opinions un peu disparates. Et même le ministre de la Santé Spadafora s'intéresse de la question, pas directement, quand un attaquant de Cristiano Ronaldo pour des vacances en disant que Ronaldo il n'a pas respecté le protocole. Il accuse Ronaldo sur les réseaux sociaux, Ronaldo répond, le ministre accuse, Ronaldo répond. En gros, une guerre médiatique entre les deux qui est totalement hors sujet. On n'est pas là pour dire si Cristiano a raison ou si le ministre a raison. Moi, ce qui me choque, c'est qu'un ministre se permette d'accuser un citoyen lambda de quelque chose directement sur les réseaux sociaux, le mettant sur le bûcher public. C'est bien pour ça qu'on a des entités prédisposées au respect de la loi, des policiers, des juges, des procureurs. Vous imaginez, vous, un ministre demain, il écrit sur Facebook que quelqu'un n'a pas respecté la loi, le mettant sur le bûcher public, ça se fait pas. On nage en plein délire. Bref, c'est le chaos médiatique. Tout ça, bien entendu, vous vous en doutez, c'est pour distraire l'opinion publique des vrais problèmes liés au Covid. Ah, mais de toute façon, c'est ça le foot en Italie, c'est une telenovela, c'est le feu de l'amour. On en arrive comme ça au 10 novembre. La Corte d'appello de la FIGC, présidée par le Giudice Sandulli, délivre sa décision et confirme la décision du Giudice Sportivo Massandea et donc le 3-0 pour la Juventus et le -1 point de pénalisation pour le Napoli. Le sens de justice explose. Tous les tifosi de la Juventus et des autres équipes sont assez satisfaits. Le juge dit clairement que le Napoli a pris sa décision d'annuler le vol avant la deuxième communication de la ASL, qui était celle qui confirmait que les joueurs ne pouvaient pas quitter la ville. Le judice, il dit clairement que le Napoli a voulu faire le malin et qu'il a eu une attitude malveillante visée à se préconstituer un alibi vis-à-vis du fait que le président de Laurentiis avait contacté Agnelli, avait contacté la FIGC et la protezione civile pour déplacer le match. La justice gagne enfin.
Même si du côté sportif, beaucoup de monde pense qu'il aurait été mieux quand même de gagner sur le terrain. Et surtout les supporters de la Juve sont contents d'un triomphe dans la justice parce que Calciopoli, mis à part, on le sait, à chaque fois qu'il y a une question polémique, c'est toujours la Juventus qui est pointée du doigt. C'est toujours nous les ladri, les voleurs. D'ailleurs, comme notre cher président l'a dit, le Juventino est seul contre tout le monde, toujours. Eh bien, la question est close, non? D'ailleurs, l'article 30,3 du statut de la FIGC dit clairement que dans le cas d'une décision comportant la perte du match, l'équipe qui a perdu 3-0 ne peut pas faire recours au CONI. C'est la loi, c'est comme ça. Matériellement, ils peuvent même pas aller déposer le recours au CONI. Le chemin s'arrête là. Si la FIGC dit t'as perdu 3-0, t'as perdu 3-0. Tu peux pas aller au-delà dans les décisions de justice. Tu peux pas. Eh bien, je ne sais pas comment, le 4 décembre, le Napoli fait recours au CONI. Vraiment, matériellement, ils ont pu le faire. Mystère. En soi, c'est déjà grave qu'on puisse effectuer une activité administrative qui n'est pas prévue par la loi. Mais ça n'est pas tout. Alors, je ne sais pas comment on rend ça en français, mais en fait, il y a la possibilité pour une partie lésée de se constituer partie civile dans un procès. Et c'est ce que la FIGC et la Juventus auraient pu faire. Ils auraient pu se constituer partie civile parce qu'ils ont été lésés par les comportements du Napoli. D'une part, la Juventus, parce que le match était contre la Juventus, et d'une part, la FIGC, parce que le comportement du Naples met en sérieux péril la stabilité du protocole qui régit tout le fonctionnement de la Serie A. Mais comme vous le savez, la Juventus adopte la sempiternelle attitude détachée et la FIGC, de son côté, estime que les deux premiers degrés de justice, avec toutes les preuves annexes, il doit y avoir des dossiers comme ça, sont une preuve suffisante et donc ni l'un ni l'autre se constituent partie civile. Grosse erreur. On en arrive au 22 décembre, c'est le dernier match avant la pause pour Noël. C'est Juventus-Fiorentina. Ce jour-là, la Cour du CONI doit donner sa décision. Ah, le suspense là, je vous fais du cliffhanger. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Il nous reste maintenant à voir de la décision du CONI, ses motivations et aussi des considérations personnelles, mais aussi que j'ai pu récolter à droite à gauche dans le net sur tous ces événements-là. La prochaine vidéo va traiter exactement de ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le like. N'hésitez pas à commenter pour me donner vos impressions et qu'on puisse en échanger. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de tout le prochain contenu que je vais poster. Moi, je m'appelle Michelangelo, vous êtes sur Juventus Match et je vous dis à la prochaine. Ciao!